Bien, ici, nous allons faire un petit résumé de la radioactivité naturelle. Pour plus de détails, consultez la leçon sur la radioactivité. La radioactivité a été découverte par Becquerel vers la fin du 19e siècle. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un noyau instable qui se désintègre en un noyau plus stable. Et en se désintégrant, il y a émission d'une particule que j'ai notée P ici, et par conséquent, libération aussi de l'énergie. Donc sachez que la radioactivité, en général, il y a la radioactivité naturelle, donc ce sont des noyaux dans la nature qui se désintègrent pour les raisons qu'on verra juste après, de façon naturelle. Il y a plein de noyaux autour de nous qui se désintègrent, même dans notre corps, dans les aliments qu'on consomme. Sauf cette désintégration et cette radioactivité, elle est faible et par conséquent, ça ne pose aucun problème pour la santé de l'individu. Ensuite, il y a la radioactivité artificielle. C'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Donc, c'est une radioactivité provoquée par l'homme. C'est ce qui se passe aussi dans les bombes nucléaires, malheureusement, et puis dans d'autres systèmes nucléaires. Voilà pour la radioactivité et sa découverte. Maintenant, quelles sont les causes? La radioactivité naturelle, on va travailler aujourd'hui que sur la radioactivité naturelle. Bon, la radioactivité naturelle, les causes. Ici, j'ai représenté un noyau instable. Sachez qu'un noyau est toujours représenté par son symbole X. Z, c'est le nombre de protons. A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. On verra ça juste après. Alors, la radioactivité naturelle, il peut se produire soit par un excès de nucléons, c'est-à-dire le noyau est lourd. Je peux rajouter ici noyau lourd. Voilà. Ou bien par un excès de protons, Z, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de protons que de neutrons, et par conséquent, les interactions fortes, bien sûr, qui maintiennent le noyau stable, ils sont faibles dans ce cas-là. Et la cause, c'est quoi? C'est la désintégration du noyau qui cherche la stabilité, si vous voulez. Donc, il va donner un noyau plus stable, plus de l'énergie qui va être dégagée lors de cette désintégration. Ou bien, le contraire, excès de neutrons par rapport aux protons. Et donc, voilà, ce sont les mêmes causes qui produisent la désintégration d'un noyau dans la nature de façon naturelle, sans intervention de l'homme, ni de quoi que ce soit. Et sachez que la radioactivité, elle est spontanée et aléatoire. Donc, je vais rajouter ça ici. Donc, elle est spontanée et aléatoire. Aléatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noyau peut se désintégrer sans raison. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on le chauffe ou parce qu'il reçoit de l'énergie dans un échantillon, on ne peut pas prédire la désintégration d'un noyau. Vous voyez, donc les noyaux se désintègrent de façon aléatoire. Bien, avant d'aller plus loin dans la leçon, je vais rappeler d'abord la composition d'un noyau, d'un atome quelconque. Sachez que ici, je représentais le noyau ou bien l'atome de façon générale. X, c'est le symbole du noyau, c'est-à-dire c'est comme l'oxygène, le carbone, l'azote. Z, c'est le nombre de protons. Et A, c'est le nombre de nucléons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les protons plus les neutrons, c'est le grand A qui est là. Sachez que le Z, il porte le nom
de numéro atomique aussi, un numéro atomique, voilà, et que le A porte le nom de nombre de masse. Donc sachez que vous avez deux noms différents, soit on peut dire le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons, donc c'est la même chose. Le nombre de protons ou bien le numéro atomique aussi, c'est la même chose, c'est Z. Donc sachez que maintenant, si on vous donne un noyau comme ça, sachez que le nombre de protons, bien entendu, c'est Z, et la somme neutrons plus protons, c'est A. Donc comment calculer le nombre de neutrons? Il suffit de prendre A moins Z. Donc ça, c'est très très important. Souvent, dans les exercices, on vous demande de donner la composition d'un noyau. Donc sachez que c'est comme ça qu'il faut faire pour répondre à la question. Et quand on vous demande cette question, ne donnez pas le nombre d'électrons parce que on vous demande le noyau, pas l'atome dans sa totalité. Donc voilà un petit rappel sur le noyau. Donc sachez que j'ai donné la représentation d'un noyau sous cette forme-là. C'est la forme qu'on trouve vraiment dans une majorité de livres. Mais sinon, on peut trouver aussi X comme ça, Z ici, A ici par exemple. Ou une autre représentation, sachez que Z, c'est le nombre le plus petit par rapport au 2, sauf pour le H, bien entendu, où c'est 1, 1. Vous voyez, 1, 1, donc là, on ne peut pas faire d'erreur sur Z ou bien sur A. Sinon, c'est le nombre le plus petit des deux. Si un jour vous avez une représentation différente de celle-là. Quelques définitions maintenant. Nucléide, comme ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement un ensemble de noyaux qui ont le même A, même Z et même N. C'est-à-dire, en fait, ils sont identiques. La même chose. Isotope, là, les noyaux ne sont pas identiques. Ce sont des noyaux composés du même nombre de protons Z. Vous voyez, vous avez le même Z. Donc, si vous avez le même Z, ça veut dire qu'il s'agit du même élément chimique. Même élément chimique, soit le carbone, soit l'hydrogène, soit l'azote, soit l'oxygène, etc., etc. Mais par contre, d'un nombre différent de nucléons A ou bien de neutrons N, comme vous voulez, parce que dans certains livres, vous trouvez un nombre de neutrons différents, mais sachez que le A, il est composé de protons plus neutrons, donc lui aussi, il va être différent. Quelques exemples, on a le carbone, vous voyez, 6,12, et vous avez aussi le carbone 6,13, et vous avez le carbone 6,14, par exemple, vous voyez. Voilà les isotopes du carbone. Donc vous voyez ici le Z c'est égal à 6 et donc ça représente le carbone. Donc ces trois noyaux représentent les isotopes du carbone. Vous avez aussi pour l'hydrogène, vous avez H11, vous avez H12 et vous avez H13. Donc vous voyez que Z égale à 1, ça représente l'hydrogène. Donc Z ne varie pas. C'est la même chose, vous voyez, c'est la même valeur. Par contre, le nombre de masses A est différent. Mais si on calcule le nombre de neutrons, ici, j'ai 0 neutron, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Là, j'ai 1 neutron, et là, j'en ai 2. Donc, vous voyez aussi, si on dit que le nombre de neutrons est différent, ça n'est pas faux. Donc, voilà pour ces définitions. Bien, maintenant nous allons voir les différentes radioactivités ou bien les différentes désintégrations naturelles, vous voyez, qui se produisent dans la nature concernant des noyaux radioactifs. Avant de voir ces radioactivités, je vais commencer par rappeler les lois de conservation dans la radioactivité, qu'on appelle aussi loi de Soddy. Bon, ici, j'ai pris une désintégration quelconque. Sachez que le noyau qui se désintègre, qui est instable, on l'appelle toujours noyau pair.
Vous voyez, noyau pair. Il donne naissance, en se désintégrant, à un noyau qu'on appelle noyau fils, ici, et une particule P, qu'on verra tout à l'heure selon les radioactivités, et bien sûr accompagnée d'énergie. Sachez que l'étoile que je vais mettre dorénavant sur le noyau fils veut dire que ce noyau, quand il est formé, il est excité, toujours. Excité, ça veut dire qu'il est dans un niveau d'énergie très grand par rapport au niveau fondamental, normalement d'énergie faible. Bon, voilà les notations que je vais adopter par la suite. Maintenant, la conservation. Bien sûr, ça concerne d'abord le nombre de nucléons A. Donc, sachez que si au départ j'ai 20 nucléons, à l'arrivée, il faut que je trouve 20 nucléons. Ensuite, le nombre de charges électriques, Z. Si au départ j'ai par exemple 15 charges électriques, et bien à l'arrivée, quand j'additionne Z1 plus Z2, je dois trouver bien entendu la valeur de départ. Ces lois, si vous voulez, sont équivalentes aux lois sur l'équilibrage des équations bilan dans les réactions chimiques. Bien, quelles sont ces conservations? Eh bien, tout d'abord, la conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire ça concerne A, c'est-à-dire le nombre de masses. Donc là, tout simplement, j'ai mis A, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite. Donc A égale à A1 plus A2. Dans le cas général, vous allez le voir par la suite, je connais la particule émise lors de la désintégration et je connais le noyau pair et c'est le noyau fils que je vais chercher. Donc ici, si je cherche le noyau fils, ça veut dire que je cherche A1 et Z1. Vous voyez? Donc ici, je vous ai donné un exemple comment chercher A1. Donc A1 égale à A moins A2. Tout simplement, c'est une équation de premier degré à résoudre. Maintenant, la conservation du nombre de charges électriques. Ça concerne Z. Donc Z à gauche égale à Z à droite. Donc Z égale à Z1 plus Z2. C'est ce que j'ai écrit ici. Et de la même manière, si je cherche le noyau fils, ben je vais chercher Z1. Donc Z1 égale à Z moins Z2. Donc connaissant Z1, déjà connaissant Z1, je peux déduire la nature du noyau fils, c'est-à-dire à quel élément chimique appartient-il. Voici les lois de conservation que j'appliquerai juste après sur les différentes radioactivités. Bien, nous passons maintenant aux différentes radioactivités. On va commencer par la radioactivité alpha. Il concerne la désintégration d'un noyau pair en émettant une particule composée du noyau d'hélium. Donc là, la particule, c'est un noyau d'hélium H2HE24. Donc la désintégration s'appelle la désintégration alpha. Dès que vous avez dans un exercice une désintégration alpha, sachez que la particule, c'est le noyau d'hélium HE24. Donc là, j'ai écrit l'équation radioactive dans le cas général. Et maintenant, en appliquant les lois de conservation qu'on vient de voir, on peut déduire Z1 et A1 à partir de Z et A que je connais, parce que je connais le noyau pair qui s'est désintégré. Donc, la première loi concerne le nombre de masses, c'est-à-dire la conservation du nombre de nucléons. Vous écrivez que A égale à A1 plus 4, et donc A1 c'est A moins 4. Donc vous voyez que si je connais A, moins 4, ça me donne A1. Ensuite, pour trouver Z1, on applique la deuxième partie de la loi, à savoir la conservation du nombre de charges électriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Z égale à Z1 plus 2, voilà. Et ça nous donne Z1 égale à Z moins 2. Donc vous voyez, si je connais Z,
je mets Z-2, ça me donne Z1. Et dans la classification périodique, je peux trouver le noyau fils formé lors de la désintégration. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant dans les exercices. Vous voyez, je ne voulais pas vous donner l'équation toute faite ici, que vous trouvez dans certains livres, mais je vous montre d'où ça vient, parce que c'est intéressant. Donc voilà, maintenant, si je remplace A1 par A-4 et Z1 par Z-2, ben, je trouve l'équation qui est là. Et si on vérifie la conservation, ben, on trouve que c'est vérifié. Vous voyez, A-4 plus 4, ça donne A. Donc voilà, j'ai A ici. Z-2 plus 2, ça me donne Z, et j'ai Z ici. Voilà pour la radioactivité alpha. On passera maintenant aux autres radioactivités. Bien, on passe maintenant à la radioactivité bêta-. Il s'agit d'une désintégration par émission d'un électron E-1,0. Ici, j'ai écrit l'équation radioactive dans le cas général. Donc, vous avez un noyau pair qui va émettre un électron et un noyau plus stable, Z1A1. Sachez que lors de cette désintégration, il y a émission d'une autre particule qu'on appelle antineutrino. Il n'a ni charge électrique ni masse, donc 0,0. Dans la majorité des livres, vous ne la trouverez pas notée sur l'équation radioactive, mais sachez que là, je vais la mettre pour que l'équation soit complète. Bien, maintenant pour les lois de conservation, parce qu'il s'agit de trouver Z1 et A1, ben, comme tout à l'heure, la conservation du nombre de nucléons, il va me donner A égale à A1 plus 0. Donc, le nombre de masses ne change pas. Vous voyez? Donc, A1 égale à A. Ensuite, la conservation du nombre de charges électriques, concernant Z. Donc là, j'ai Z égale à Z1 moins 1. Vous voyez, Z égale à Z1 moins 1. Par conséquent, Z1 égale à Z plus 1. Donc voilà, maintenant, j'ai déterminé A1, Z1 en fonction, bien sûr, des informations du noyau pair qui sont toujours données dans un exercice. Donc finalement, l'équation s'écrit dans le cas général, XZA, c'est-à-dire le noyau pair, qui va se désintégrer en émettant un électron, moins 1, 0, et un noyau fils excité, d'où l'étoile qui est là, Z plus 1, A. Et un antineutrino, 0, 0. Donc vous voyez bien que l'antineutrino, même si on ne le met pas, par exemple, chose que vous trouverez très souvent dans les exercices, sachez que, étant donné que la charge électrique est nulle, la masse est nulle, donc ça n'a aucune incidence sur la recherche du noyau fils. Vous voyez? Donc ici, juste une petite remarque, vous voyez que le A est le même, mais le nombre de protons a augmenté d'une unité, vous voyez, Z plus 1. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors dans le noyau? Eh bien c'est un neutron qui s'est transformé en proton. J'ai écrit ça ici pour comprendre ça. Neutron, c'est toujours 0, 1. Il donne un proton 1, 1. Ça, c'est l'écriture d'un proton, dans le cas général, et ça donne un neutron, plus l'électron. Donc, vous voyez bien que 1 moins 1, on trouve 0. 0 plus 1 pour les nucléons, on trouve 1. Ça veut dire que l'équation est vérifiée. Vous voyez? Tout ça pour vous dire que les noyaux qui se désintègrent en émettant un électron, eh ben, ce sont des noyaux riches en neutrons. Vous voyez? Ce sont des noyaux riches en neutrons. Et par conséquent, ils vont émettre un électron et un neutron va se transformer en proton. Comme le montre l'équation radioactive notée ici. Voilà pour la radioactivité bêta-.
Bien, maintenant, nous passons à la dernière radioactivité naturelle. Ah, il y en a trois qui sont principales. C'est alpha, bêta moins et bêta plus. Donc, alors bêta plus, ben, ça concerne une désintégration par émission, soit d'un positon ou bien un positron. Donc, ça dépend des livres. Parfois, on note soit positon, soit positron. Eh bien, on note ça avec un E, c'est le contraire d'un électron, plus un 0, voilà. Ici, j'ai écrit comme tout à l'heure l'équation radioactive d'un noyau pair dans le cas général. Sachez tout simplement, au lieu d'un antineutrino, ici c'est le neutrino qui est formé. Vous voyez, c'est une nouvelle particule qui est formée. Et comme tout à l'heure, on la trouve rarement dans les livres, parfois on la trouve écrite, parfois non. Donc sachez qu'il existe, et ça fait partie de cette équation. Bon, maintenant, comment trouver Z1A1? Ce sont les lois de conservation, vous voyez? Donc Z1A1, ce sont les lois de conservation. Et ces lois de conservation, bien sûr, concernent d'abord le nombre de nucléons. Donc c'est A égale à A1 plus 0, A égale à A1 plus 0, donc A1 égale à A. Vous voyez que le nombre de nucléons ne change pas dans ce cas-là. C'est comme pour le bêta-moins. Z1 maintenant, ben, il suffit d'écrire que Z égale à Z1 plus 1. Maintenant, c'est plus 1. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne Z1 égale à Z moins 1. Donc, vous voyez que là, j'ai Z moins 1 et j'ai A1 égale à A. Donc, finalement, l'équation définitive s'écrit XZA, c'est-à-dire le noyau pair, se désintègre en émettant un positon plus 1, 0 et un noyau fils plus stable, excité, Z-1, A, avec bien entendu une particule qu'on appelle le neutrino, qui n'a ni charge électrique ni masse. Et si vous vérifiez bien sûr les conservations, on trouve que Z-1 plus 1, ça donne Z, A plus 0, ça donne A. Donc vous voyez que ces lois de conservation, ils vont être utiles dans pas mal d'exercices. Et à chaque fois qu'on vous demande de trouver le noyau fils, par exemple, on vous demande justifier par les lois de conservation ou bien justifier la réponse. Donc justifier la réponse, c'est de rappeler les lois de conservation qu'on a appelées les lois de Soddy. Voilà. Ici, comme tout à l'heure, vous voyez que j'ai le même A, seulement le nombre de protons a baissé d'une unité, vous voyez, Z-1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, c'est un proton qui s'est transformé en un neutron. Vous voyez, c'est le contraire de bêta-. Donc, un proton, c'est P11. Il a une charge électrique et un nucléon. Ça donne un neutron 0,1 plus un positon. Donc, vous voyez bien que si on applique les lois de conservation sur cette équation qui est là, on trouve que 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Et donc, bêta plus, ça concerne quel type de noyau? Eh bien, ça concerne les types de noyaux avec excès de protons. Vous voyez, il y a trop de protons. Par conséquent, il y a un proton qui va se transformer en positon. Vous voyez? Voilà concernant les trois radioactivités principales. Alpha, bêta-, bêta plus. Vous devez retenir obligatoirement la particule émise dans chaque radioactivité. Je rappelle que alpha, c'est le noyau d'hélium, He24. Donc bêta-, c'est l'émission d'un électron. Et bêta plus, c'est l'émission d'un positon ou un positron. Voilà en ce qui concerne les radioactivités principales. Maintenant, nous allons voir comment varie la radioactivité en fonction du temps. Vous voyez, vous avez un échantillon de noyaux radioactifs. Comment ça évolue au cours du temps? Donc, il y a des lois concernant cela et on va les voir tout de suite. Bien, le dernier rayonnement radioactif, il s'agit du rayonnement gamma. Bon, sachez que le noyau fils produit lors des réactions radioactives
des désintégrations radioactives, il est excité. Et c'est pour cela que j'avais mis une étoile un peu partout sur les noyaux fils, parce que quand ils sont produits, ils sont excités. Mais si dans un exercice, on vous dit que le noyau fils, elle est produit, mais qu'elle n'est pas excité, ben, il faut suivre ce que dit le sujet. Hein. Ici, je pars du principe que le noyau fils est excité, donc avec une étoile. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps, hein, très très court, hein, le temps est très court. Il va se désexciter en émettant un rayonnement gamma, hein, de charge électrique 0 et de masse 0. Et sachez qu'il s'agit d'une onde électromagnétique. Vous voyez, comme la lumière visible, par exemple, hein, comme l'infrarouge, hein, c'est une onde électromagnétique. Voilà. Donc ici, j'ai représenté les deux états d'énergie. Hein. Sachez que l'état E1, c'est l'état où le noyau est excité ici. Vous voyez? Donc je peux mettre ici E1, là, c'est-à-dire que le noyau a une énergie E1, et il va passer à E0. Ça veut dire que l'énergie vraiment de base, on appelle ça l'énergie de l'état fondamental, c'est-à-dire l'état où l'énergie est la plus faible du noyau. Vous voyez. Donc en passant de E1 à E0, hein, comme le montre le schéma, sachez que l'axe des énergies, vous voyez, ça va vers le haut, donc ça veut dire que E1 il est supérieur à E0. Et vous verrez que l'unité de l'énergie quand il s'agit de noyau, hein, ce n'est pas le joule, mais électron-volt. Je vais le mettre ici, E, V majuscule, et ça se dit électron-volt. Bien, le passage de E1 à E0, c'est-à-dire c'est la désexcitation, donc il va se faire par émission des ondes électromagnétiques gamma, de fréquence nue. Ah, j'ai mis la fréquence ici. Et vous avez deux formules à savoir. D'abord, delta E, c'est-à-dire quelle est la différence entre l'énergie initiale et finale. Vous voyez, regardez, j'ai mis E0 moins E1. J'ai mis la valeur absolue parce que E0 est plus faible que E1. Et après, vous pouvez prendre la plus grande moins la plus petite. Donc ça vous donne une énergie en électronvolts qu'il faut convertir en joules. Hein, je vais vous donner comment convertir ça en joules. Hein, sachez qu'un électronvolt, hein, je vais le mettre là, un électronvolt égale à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Voilà. Rappelez-vous de 1,6 10 moins 19, hein, c'est la charge d'un électron en valeur absolue. Sachez qu'un électron, c'est moins 1,6 10 moins 19. Donc sachez qu'un électron, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Vous voyez que c'est très très faible hein, en joules, parce qu'il s'agit bien entendu d'un noyau. Et sachez que on convertit l'énergie, bien entendu, en joules pour appliquer les deux formules qui vont suivre ici. Hein. Donc, je vais noter quand même que delta E, ici, c'est en joules, obligatoirement. Et là aussi. Donc, la première formule, hein, il faut l'admettre, hein, ça ne se démontre pas, égale à H multiplié par nu. Donc, si on cherche à calculer la fréquence, on utilise cette relation-là. Je connais delta E en joules, je connais H, c'est 6,62 10-34 joules seconde, hein, joule point seconde, attention, ça n'est pas par seconde, et ça s'appelle la constante de Planck, et donc on vous la donne tout le temps, vous voyez. Donc si vous avez delta E, H, je peux calculer la fréquence des ondes électromagnétiques gamma formées lors d'une réaction radioactive, si on vous demande ça. Sachez qu'on peut passer de cette relation à celle-là, parce que nu, c'est la célérité divisée par la longueur d'onde. Faites très très attention, maintenant lambda ici, c'est la longueur d'onde.
On l'a vu précédemment et il portait le nom de la constante radioactive. Donc tout dépend de la formule où il se trouve. C'est cette formule, il s'agit d'une longueur d'onde. C'est dans la loi de décroissance radioactive, il s'agit de la constante radioactive. Vous voyez, les unités ne sont pas les mêmes parce que là, c'est une longueur d'onde, c'est une longueur, l'unité c'est en mètres. Bien, delta E, c'est H fois C sur lambda. H, c'est cette valeur, c'est toujours la constante de Planck. C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, donc c'est 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Et par conséquent, on peut déterminer lambda des ondes électromagnétiques formées, vous voyez? Et lambda, on la trouve en mètres. Et après, on peut la convertir en nanomètres, en micromètres, bon, voilà. Sachez que la relation ici, elle est exprimée dans le système international. Faites très attention à ça. Hein, celle-là aussi. Donc voilà, j'ai entouré en rouge les deux inconnus qu'on peut vous demander de calculer. Et voilà les deux relations qui permettent de faire le calcul. Donc sachez que pour faire la conversion d'électron-volt en joules, il suffit de faire le produit en croix. C'est-à-dire 1 électron-volt, c'est 1 6 10 moins 19 joules. Et puis après, vous faites le travail. Donc voilà ce qu'il faut dire sur les ondes électromagnétiques gamma. Ici, je vous ai dressé un axe des longueurs d'onde en nanomètres. Vraiment, c'est le minimum à savoir, parce qu'on vous le demande très très souvent. Donc, vous voyez que j'ai pris 400-800 nanomètres. Hein, parfois, vous trouvez 750 ici, parfois, bon, 400-800, c'est facile à retenir. Et entre les deux, c'est le visible. Donc, c'est la lumière visible. Vous voyez, le rouge, le vert, le bleu, etc. C'est la lumière visible. Au-delà de 800 nanomètres, c'est infrarouge. Après, vous avez les micro-ondes, vous avez les ondes radio, vous avez toutes les autres ondes, c'est après l'infrarouge. Donc l'infrarouge, vous devez savoir que c'est juste après 800 nanomètres. Donc pour lambda inférieur à 400 nanomètres, on trouve les ultraviolets. Donc ils ont un domaine bien déterminé. Après les ultraviolets, on trouve les rayons X, qu'on utilise dans la radiographie. Hein. Et après les rayons X, on trouve gamma. Donc vous voyez, gamma, il est situé là. Et parfois, on vous demande, bien sûr, de la placer sur cet axe. Donc vous voyez que c'est la longueur d'onde la plus faible. Vous voyez, la longueur d'onde la plus faible. Et si la longueur d'onde est très faible, ça veut dire que l'énergie est très grande. Donc là, c'est énergie grande. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça vient de cette relation-là. Vous voyez, regardez. Si lambda est très faible, comme il est au dénominateur, delta E est très grand. Vous voyez, la variation de l'énergie est très grande. Donc c'est pour cela que la dangerosité des ondes électromagnétiques gamma, bien sûr, est très grande. Donc voilà comment convertir les électron-volts, vous voyez, électron-volts en joules, que je mets ici, pour passer de là à là, on multiplie par 1,6 10 puissance moins 19. Et pour faire le chemin inverse, on divise par 1,6 10 moins 19. Donc voilà pour les conversions d'électron-volts en joules, parce que c'est important dans ce domaine-là. Hein, vous allez voir que lorsque vous allez tomber sur un exercice, on va vous donner certainement l'énergie en électron-volts. Hein, et vous devez la convertir en joules pour faire ces calculs-là. Vous voyez, de la fréquence et de la longueur d'onde, parce que c'est obligatoire. Donc on vous donne des méga-électron-volts, des giga-électron-volts. Sachez que giga c'est 10 puissance 9. Hein.
et méga c'est 10 puissance 6. Donc voilà ce qu'il faut dire pour le rayonnement gamma. Bien, maintenant nous passons à l'évolution des noyaux radioactifs en fonction du temps. On appelle ça la décroissance radioactive. Comment varie le nombre de noyaux au cours du temps? Donc sachez que la variation d de n, c'est-à-dire la variation des noyaux à un instant t donné, elle est proportionnelle au nombre de noyaux et à la durée dt. Ce qui est logique, parce que s'il y a beaucoup de noyaux radioactifs qui se désintègrent, c'est parce que initialement il y en avait beaucoup, et aussi en fonction du temps. Donc si on attend trop longtemps, eh bien, il y aura beaucoup de noyaux qui vont se désintégrer. Et la constante, bien entendu, de proportionnalité ici, ça s'appelle la constante radioactive. Donc la constante de proportionnalité lambda ici porte le nom de constante radioactive. Et donc, elle est donnée en temps moins 1, c'est-à-dire seconde moins 1 si je travaille dans le système international. Vous voyez que pour éliminer les secondes ici, il faut seconde moins 1. Pourquoi? Parce que j'ai les noyaux à droite et les noyaux à gauche. Par conséquent, l'unité de lambda, c'est seconde moins 1 dans le système international. Faites très très attention à ne pas confondre lambda dans cette équation et dans les équations qui vont suivre avec la longueur d'onde. Ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde. Notez bien ça, parce que c'est très très important. Ça s'appelle la constante radioactive. Bien, on part de cette équation qui est donnée. Je viens de l'expliquer pourquoi il y a le n, il y a le dt. Parce que plus on attend longtemps, plus il y a de noyaux, plus il y a de noyaux désintégrés. Vous voyez, bon, ça signifie ça. Donc, je vais transformer cette équation en d de 1 sur d de t égale à moins lambda n de t. Donc vous voyez que d de 1 sur d de t, c'est la variation des noyaux radioactifs en fonction du temps. Donc c'est la dérivée en fait, en fonction du temps. Donc j'ai noté ça n' de t égale à moins lambda n de t. Donc vous voyez que là je trouve une équation différentielle. Vous en faites en mathématiques. Là, j'ai rappelé l'expression générale. Là, c'est en mathématiques, sachez que y ici dépend de x, et que la solution de l'équation différentielle dans ce cas-là, c'est k exponentielle a de x moins b sur a. Remarquez que dans cette équation, le b égale à 0. Vous voyez que le b ici égale à 0 dans l'équation de la radioactivité. Sachez que n représente y et que moins lambda, ici, représente petit a. Moins lambda, c'est petit a, n, c'est y, et là, c'est y'. C'est comme si vous avez y' égale à a fois y. Donc la solution, c'est n de t égale à k exponentielle moins lambda t. Faites attention, la variable ici, c'est le temps, ça n'est pas x. Donc vous voyez que ça me donne pareil que cette première partie, parce que b égale à 0, donc j'ai pas moins b sur a. Donc vous voyez que ça ressemble à ça. Bien, maintenant, pour trouver k, sachez que les conditions initiales, elles sont très très importantes, que ce soit dans la radioactivité, que ce soit dans la mécanique et dans d'autres domaines. C'est-à-dire à t égale à 0, qu'est-ce que j'avais comme information? Donc à t égale à 0, j'avais N0, c'est-à-dire les noyaux de départ. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. À t égale à 0, nt égale à 0 égale à N0. Et je remplace ici n de t par N0 égale à k exponentielle moins lambda fois 0. Attention, quand vous travaillez à t égale à 0, il faut remplacer le temps par 0. C'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai trouvé que k égale à N0. Ce qui me donne finalement l'équation, bien sûr, ou la fonction qui montre la décroissance des noyaux radioactifs en fonction du temps.
Donc c'est cette loi qui porte le nom de loi de la décroissance radioactive. Si un jour on vous demande de rappeler la loi de la décroissance radioactive, ben, il suffit de donner cette loi tout simplement. Hein? Pour la démonstration, on peut vous demander de le faire en mathématiques, en physique. On suppose qu'on connaît la loi et puis qu'on peut travailler là-dessus pour trouver soit le temps, soit le nombre de noyaux radioactifs à un instant T donné. Bon, il y a pas mal de questions sur cette fonction-là. Bien, je reviens à la fonction qu'on vient de trouver, n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Sachez que graphiquement, c'est une courbe décroissante, c'est un exponentiel bien sûr, qui représente une courbe décroissante qui a l'allure bien sûr schématisée ici. Sachez qu'on part un instant t égale à 0 avec un nombre n0 de noyaux. Et sachez qu'il y a un paramètre très très important qu'on va voir dans cette partie, c'est le temps de demi-vie ou bien la période radioactive. En fait, la période radioactive, c'est lorsque n0 est divisé par 2. Vous voyez, n0 sur 2, ce temps porte un nom qu'on appelle soit période radioactive au temps de demi-vie. Donc vous voyez, si vous avez le graphique, il suffit de prendre le nombre de noyaux de départ, N0, vous divisez la valeur par 2, vous trouvez une valeur que vous portez sur l'axe des ordonnées, et ensuite, ça vous donne le temps de demi-vie des noyaux radioactifs que vous êtes en train d'étudier, par exemple. Souvent, on vous demande la définition de la période radioactive ou le temps de demi-vie. Voilà, je l'ai donné ici. C'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon se sont désintégrés. Vous avez un échantillon et lorsqu'on arrive à la moitié de N0, c'est-à-dire N0 sur 2, eh bien, ce temps correspond bien entendu à la période radioactive ou le temps de demi-vie. Vous trouverez sur Internet, bien entendu, le temps de demi-vie de pas mal de noyaux radioactifs. Par exemple, pour le césium, c'est 30 ans à peu près. Pour le carbone 14, c'est vers 5700 ans. Bon, voilà, on vous les donne, bien entendu, pour chaque noyau radioactif, ou à chaque noyau radioactif correspond un temps de demi-vie. Il y a plusieurs isotopes d'iode, et il y en a qui ont une période radioactive de 8 jours par exemple, et d'autres de 13 heures, donc ça dépend bien entendu du noyau radioactif. Bien, pour trouver le temps ou la période radioactive, on peut trouver ça graphiquement comme ça. Sinon, il y a une formule qui est là, c'est le T1,5 égale à ln de 2 divisé par lambda. Lambda, c'est la constante radioactive qui est en seconde moins 1, à ne pas confondre avec la longueur d'onde. Bien, pour démontrer ça, je l'ai fait ici. Vous prenez à t égale à t1,5, n de t égale à n0 sur 2. C'est-à-dire ici, vous remplacez n de t par n0 sur 2. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Après, j'ai simplifié par n0. Ça m'a donné 1,5 égale à exponentielle moins lambda t1,5. Ensuite, pour isoler t1,5, il faut faire intervenir le logarithme. Ici, je vous ai donné le logarithme d'exponentielle de x égale à x. Et sachez que ln de 1 sur 2, c'est ln de 1 moins ln de 2. Sachant que ln de 1 égale à 0, donc il reste moins ln de 2 qui est là. Et ln de l'exponentielle moins lambda t1,5, c'est moins lambda t1,5. Et avec ça, on peut isoler t1,5 qui donne cette formule-là, vous voyez. Donc parfois, on vous demande de démontrer cette formule. Parfois, on vous demande de l'utiliser tout simplement. Faites très très attention. Ici, j'ai pris des secondes moins 1.
parce que je travaille dans le système international, donc le temps il est en secondes, mais ça peut être en jour moins 1, hein. Je vais l'écrire ici. En jour moins 1, ça peut être aussi en heure moins 1, ça peut être, tout dépend de l'exercice, et parfois il est nécessaire de convertir, parfois non. Vous voyez que si ici on vous donne lambda en jour moins 1, et qu'on cherche un temps en jour par exemple, ben c'est pas la peine de convertir lambda en secondes. Voyez? Donc ça dépend de l'exercice. Bien, je reviens sur la période radioactive que j'ai définie précédemment, T1,5 égale à Ln de 2 sur lambda. Sachez ici, je représente un rectangle qui représente les noyaux radioactifs pour vous montrer un petit peu l'intérêt du temps de demi-vie. Sachez que la moitié de ces noyaux se désintègrent au bout d'un temps qu'on a appelé T1,5. Vous voyez, T1,5 ici. Et sachez que les noyaux qui restent, leur moitié se désintègre, c'est-à-dire la moitié se désintègre au bout d'un temps égal à T1,5 qui ne change pas, hein. Et sachez que les noyaux qui restent, leur moitié se désintègre, vous voyez, au bout d'un temps T1,5. Donc vous voyez que le temps T1,5, ça concerne la moitié de noyaux radioactifs, quelle que soit leur quantité au départ. Vous voyez, quelle que soit la quantité de noyaux radioactifs au départ. Et ça, j'aurais pu continuer jusqu'à ce qu'il ne reste aucun noyau radioactif. Vous voyez? Donc, si vous avez N0 par exemple, N0, au bout d'un T1,5, il reste N0 sur 2. Et les N0 sur 2 au bout d'un temps T1,5, pareil que celui-là, il reste la moitié de N0 sur 2. Vous voyez, regardez, N0 sur 2 divisé par 2. Donc c'est N0 sur 4. Vous voyez? Et puis au bout d'un temps T1,5, encore, c'est N0 sur 4 qui est divisé par 2. Vous voyez, N0 sur 4 divisé par 2, ça donne N0 sur 8. Donc vous voyez que si j'ai par exemple N fois T1,5, ça veut dire que j'ai plusieurs demi-périodes. Ça veut dire que je prends 3 ou 4 ou 5 ou 1000. Eh bien, je vais vous donner la formule générale. N de T qui reste, vous voyez, c'est N0, c'est-à-dire de départ, divisé par 2 puissance N. Donc N, c'est le nombre de demi-vie, T1,5. Vous voyez? Donc cette formule-là, elle est intéressante, parfois on vous la demande. Donc ici, par exemple, j'ai pris N égale à 3. 1, 2, 3. Donc le nombre de noyaux qui reste au bout de 3 périodes, N égale à 3 T1,5, je marque ici, c'est égal à N0 sur 2 puissance 3, d'après la formule, donc ça nous donne N0 sur 8. Ça veut dire que vous divisez le nombre de départ par 8, et ça c'est ce qui reste au bout de 3 demi-périodes. Voilà ce qu'il faut dire sur la relation, et ce que je viens de dire ici est intéressant parce que parfois il est demandé dans les exercices. Bien, maintenant, que représente l'activité radioactive d'une source? Sachez que l'activité radioactive d'une source représente le nombre de désintégrations par seconde. Donc, vous voyez, vous avez un échantillon de noyaux radioactifs. En une seconde, combien de noyaux se désintègrent dans l'échantillon? Eh bien, ce nombre représente l'activité de la source. Et sachez que l'activité radioactive, ça dépend bien entendu de chaque type de noyau radioactif.
L'unité, c'est le becquerel. Donc sachez que si on vous demande quelle est la définition d'un becquerel, ben, un becquerel représente une désintegration par seconde. Vous voyez, donc un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Une désintégration par seconde. Ça, c'est la définition d'un becquerel. Et sachez que c'est l'unité de l'activité d'une source radioactive. Bien, maintenant, comment définir mathématiquement l'activité? Eh bien, c'est la variation, bien sûr, du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Voilà, le moins signifie que l'activité baisse au cours du temps. Donc, d de n sur d de t, maintenant, je connais la fonction qui représente le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Donc, il suffit de faire la dérivée. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Hein, je vous ai rappelé la dérivée d'une fonction exponentielle. Hein. Sachez que le n0 est une constante, on peut la sortir de la dérivée. Hein, et ça nous donne n0 moins lambda, ou moins lambda fois n0 exponentielle moins lambda de t. Et le moins avec le moins qui est là donne plus. C'est pour cela que là, j'ai plus lambda n0 exponentielle moins lambda t. Bon, j'ai posé que lambda n0, c'est A0, c'est-à-dire l'activité à t égale à 0. Initiale, à chaque fois que vous avez le 0 en bas, ça veut dire que c'est à t égale à 0. Et bien entendu, bon, j'ai remplacé ça par A0 et ça m'a donné la fonction finale qui représente l'activité radioactive d'une source. Alors, remarquez que c'est la même fonction que le nombre de noyaux radioactifs, hein, que la loi de décroissance radioactive. Donc on donne les deux définitions qui sont là. Parfois on vous les demande dans les exercices. A de t, c'est lambda fois n de t, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la constante radioactive. Encore une nouvelle fois, à ne pas confondre avec la longueur d'onde. Et donc la fonction mathématique qui est là, si on trace sa représentation graphique, ben on va trouver comme n en fonction du temps, les noyaux en fonction du temps. Donc vous voyez que c'est une courbe décroissante, hein, c'est un exponentiel représente une courbe décroissante. Avec AT égale à 0, j'ai A0, c'est-à-dire l'activité de départ. Et là aussi, si je divise l'activité... Et là aussi, si je divise l'activité A0 par 2, eh bien, ça me donne aussi le temps de demi-vie. Donc sachez que le temps de demi-vie, vous le trouvez dans certains livres définis de cette façon-là. C'est-à-dire que le temps de demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle l'activité est réduite de moitié, par exemple. Vous voyez, l'activité elle est réduite de moitié. Hein, c'est une définition qu'on trouve aussi dans certains livres. Voilà pour ce résumé. Hein, vous trouverez des exercices sur ce thème. Et sachez que pour plus de compléments, une leçon complète a été déjà publiée. Donc n'hésitez pas à aller la regarder s'il y a un problème hein, sur soit une définition, soit une démonstration. Bien, bon courage et à la prochaine.